pas du tout ça. C'est juste que on a expliqué ce que c'était le minimalisme parce que l'industrie de la chaussure n'en parlait pas du tout et se cachait bien d'en parler. Et surtout, pourquoi on a expliqué ce que c'était l'indice minimaliste et le minimalisme en course à pied, c'est qu'au niveau scientifique, et si on se base vraiment par rapport à la science, on n'a aucun intérêt aujourd'hui de courir avec les grosses chaussures industrielles qui sont faites sur le marché en majorité pour de l'esthétique. D'accord. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer, ben, peut-être pour expliquer un peu à tous nos internautes, déjà, qu'est-ce qu'une chaussure minimaliste? Comment on va définir une chaussure minimaliste par rapport à une chaussure maximaliste? Est-ce qu'il y a des critères, sur quels critères on va se baser et comment on va orienter ensuite éventuellement notre choix? Voilà, déjà, qu'est-ce qu'une chaussure minimaliste et comment on peut décréter que telle ou telle chaussure est une chaussure minimaliste? Ouais, je vais partager les trois quatre petites diapos. J'ai fait des diapos pour expliquer, pour introduire un peu ça. Ce sera peut-être encore plus parlant justement Ouais, de venir voir sur les diapos. Ça te va? pas de souci, Alors, parfait. Partage-nous, vas-y, hop, partage ton écran. N'hésitez pas, hein, laissez-nous dans les commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous poser vos questions, d'accord? Donc en termes de chaussures, peu importe, c'est vraiment vraiment important. Donc on a la chaussure, voilà. Donc j'ai ton écran ici. Donc je te laisse discuter. Hop, j'enlève ça et je te mets, voilà. Donc tu vas pouvoir nous expliquer la chaussure, c'est bon. c'est bon, tu vois pas ton écran? Ouais, C'est nickel. bon, c'est bon. Ok. T'es Donc déjà, présent, on a une belle chaussure avant, Aziz qui est pleine de technologie, quoi. c'est ça. Donc avant de parler de chaussures minimalistes, moi j'ai toujours du mal à dire qu'est-ce que la chaussure minimaliste. Je trouve quand même qu'il faudrait dire que la chaussure, tout simplement. Qu'est-ce que D'accord? c'est la chaussure? Parce que la chaussure minimaliste, ça, aujourd'hui, la diapo qu'on vous présente, là, la Zix bien costaud, c'est une chaussure avec un indice minimalisme à 5-10%. Là, c'est plus près de 5% que de 10%. Donc, en fait, il y a eu un indice minimaliste qui a été créé, mais justement pour expliquer que l'indice minimaliste a englobé toutes les chaussures. D'accord? Et en fait, c'est quoi la chaussure? Comment on la prend? Comment on la travaille? Donc, une chaussure normale, on voit bien, pour parler le même langage tous ensemble ce soir, c'est que à l'arrière, là, ce qui maintient au niveau du talon, c'est ce qu'on appelle des stabilisateurs calcanéens. Les surélévations avec des technologies dessous, c'est pour surélever le talon et c'est ce qu'on va appeler entre la différence entre l'avant et l'arrière, on va appeler ça le drop. Et après, il y a des semelles rigides dessous, un peu d'absorption. Et devant, on appelle ça l'empeigne. Et l'empeigne stabilisatrice, c'est ce qui va stabiliser du coup le pied en latéralité et au niveau du coup de pied. D'accord? En vrai, qu'est-ce que c'est l'indice minimaliste? Alors, l'indice minimaliste a été mis en place par une étude Delphi. En fait, on a envoyé un questionnaire à 70 plus grands experts mondiaux de la course à pied dans la recherche. Et de ces 70 experts mondiaux, il y en a 42 de plus de 11 pays qui ont répondu à ce questionnaire pour qu'il y ait un consensus au niveau autour de la chaussure. D'accord? Ce consensus-là de définition, c'est la chaussure minimaliste. C'est une chaussure interférant minimalement avec les mouvements naturels de par 5 critères qu'on va décrire juste après. Le poids, l'épaisseur de la chaussure, le drop, la technologie, la flexibilité. Donc là, je vais prendre une chaussure à ma main. On me voit là, hein, je pense. Ouais, c'est bon. Tu m'arrêtes. Vas-y, vas-y, Hein. vas-y. Donc je J'ai prends une arrêté. chaussure. Donc du coup, euh, une chaussure à 100% d'indice minimaliste, c'est une chaussure qui répond à tous les critères à 5 sur 5. Chaque indice minimaliste, c'est 20, enfin chaque critère, c'est 20%. Donc, qu'est-ce que les 20%? D'abord, le poids. Une chaussure qui est légère va avoir un certain critère minimaliste et c'est déterminant d'avoir, plus on a des chaussures légères en course à pied, au moins on a de poids au niveau des pieds. C'est logique, mais on estime que 100 grammes dans les pieds, c'est équivalent à 1 kilo dans le ventre, au niveau consommation d'oxygène. Ah ouais, c'est pas mal. C'est vrai que de temps en temps, perdre 1 kilo dans le ventre, c'est parfois plus difficile que C'est perdre clair. 100 grammes dans le pied. Au niveau performance, ça joue sur la performance. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va parler de l'épaisseur. L'épaisseur, c'est ce qu'on appelle le stack en anglais. C'est l'épaisseur que vous avez sous le pied sur toute la longueur là. Au plus une chaussure est épaisse, type Oka,
dans ses meilleures chaussures, au moins vous allez avoir d'interférence avec le sol et ce que les athlètes appellent avoir du pied quand on court. Les athlètes aiment bien avoir du pied. Donc, si on n'a pas le pied, on est obligé de taper plus fort pour aller chercher justement cette vibration avec le sol et on modifie les interférences sur la chaussure. Donc ça, c'est le deuxième critère. Le troisième critère, c'est la différence entre l'avant et l'arrière de la chaussure, ce qu'on appelle le drop. D'accord? C'est ici. Et ce drop-là, en fait, ce qui pose problème avec ce drop, c'est que ça a tendance, toujours pareil, à ne pas vous positionner votre pied naturellement. Qui a pour idée d'aller courir avec des talons de 5 cm? Ça va modifier la biomécanique. Alors là, on n'est pas sur 5 cm, on est sur du 5-8 mm. Ça peut avoir un intérêt à court terme dans certaines pathologies pour protéger un peu, mais en tout cas, naturellement, on doit pas partir sur ça. Ok? C'est clair jusque-là? Ça te paraît intéressant ou... Ah ouais, c'est top. Ouais. Donc ensuite, le quatrième critère, c'est les technologies que vous avez sur les chaussures. Alors là, j'en ai pas sur celle-là, un petit peu plus ici, mais en fait, les technologies de stabilité, c'est ce qu'on peut avoir là, les antipronateurs vers l'intérieur, ou alors les coques ici ou sur le calcanéum juste derrière. Ces coques-là, elles permettent de stabiliser le pied. Le problème, c'est que quand on est trop stable et qu'on a des trop grosses chaussures, le pied, il se comporte pas naturellement quand on pose le pied au sol. Donc ces technologies-là, pareil, ça fait partie de l'indice minimaliste. Et la dernière chose qui modifie la biomécanique, c'est la flexibilité. Donc là, vous voyez, j'ai une chaussure qui est moyennement flexible et vous voyez qu'elle n'est pas flexible sur toute la longueur. C'est pas mal. Hein, j'exagère, elle est quand même assez flexible, mais c'est pas mal. Mais par contre, il y a une cassure au milieu versus une chaussure de ce style-là où on va venir et il y a une souplesse sur toute la longueur en torsionnel. Alors là, c'est la chaussure minimaliste. On est d'accord. Ouais. Hein, je suis un peu extrême, mais ça, c'est ma chaussure à moi, par exemple, qui est pas forcément 100% minimaliste. Par contre, je la tords dans tous les sens aussi. D'accord? Donc, avoir cette liberté au niveau de flexibilité, ça va permettre de poser le pied naturellement au sol quand on court. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on va appeler un petit peu Ouais. la vegan du minimalisme, quoi. Alors ça, c'est la vegan du minimalisme, ouais. Tu m'as tué ma punchline pour Ah, après, ouais. désolé. Mais je suis désolé, c'est pas grave, t'inquiète. Donc ça, c'est la vegan du minimaliste. On est d'accord que les véganes, c'est un concept, c'est très beau, etc. On peut aller jusque là, mais on dit pas à tout le monde de courir avec ça. À la clinique du coureur, on dit pas à tout le monde de courir avec ça. On dit à tout le monde de courir avec des chaussures qui interfèrent minimalement par rapport à nos possibilités. D'accord. Ok? Donc ça c'est important et moi j'aime bien ce type de chaussures. Ça c'est une chaussure de Decathlon, là, c'est une nouvelle chaussure qui sort. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un drop, il y a quand même une protection, mais c'est des chaussures qui sont flexibles. Et moi, mon patient de 45 ans qui arrive, qui a toujours couru avec des grosses chaussures, je vais pas le faire courir en minimalisme vegan comme ça, parce que sinon il va se blesser. Ouais, D'accord? exact. Donc par contre, je vais essayer de rajouter un petit critère de souplesse progressivement pour essayer d'arrêter de modifier sa biomécanique de D'accord. course. Qu'est-ce que tu répondrais à des athlètes N'hésitez pas, posez-nous vos questions, laissez des gros pouces, hein. Allez-y, si la vidéo vous plaît, ça nous motive toujours à continuer, à vous proposer, à vraiment vous proposer, à vous partager le meilleur. Donc, je veux voir des pouces, des cœurs passer dans tous les sens là. Allez-y, allez-y. Maxime, qu'est-ce que tu dirais alors au cabinet quand on a un patient qui arrive et qui te dit ouais, je vais courir avant-pied. Il part sur un footing d'une demi-heure ou de 45 minutes à courir sur les pointes de pied. Le problème, c'est que 3 jours après, ou allez, 24 heures après, il peut plus marcher. Qu'est-ce que tu dirais à ce genre de patients qui ont vu passer des posts, qui ont vu passer des trucs et qui y sont allés en disant, allez, c'est bon, c'est parti, quoi. Ouais. La première chose, évidemment, c'est de lui dire pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux te faire du mal, hein, en fait. Pourquoi? Parce que il y a, vous savez, comme dans la nutrition, il y a des courants de pensée sur ces éléments-là. Et les courants de pensée, parfois, ils s'éloignent un peu de la science pour aller dans leur pratique et dans leur théorie propre à chacun. En fait, nous, si on veut se baser uniquement par rapport à la science et par rapport à ces éléments-là, c'est juste, je vais lui dire, mais arrête de te prendre la tête, va pas courir à pied. Ou alors, vraiment, mais c'est dans de très, ça va être dans 1% des cas que je vais demander dans certaines pathologies, syndrome des loges par exemple, mais c'est très très rare.
Mais d'abord, je vais lui dire, va courir et arrête de te prendre la tête. Et souvent, eh ben, on va avoir ces mêmes personnes qui vont vouloir courir avant-pied avec des grosses chaussures. Ouais. Et avec des grosses chaussures, eh ben, on met plus de contraintes à courir avant-pied parce qu'elles sont raides. Donc, du coup, on se flingue. Et si on se flingue, eh ben, on se fait des blessures et après, on va dire, bah, c'est parce que j'ai couru avant-pied. Et voilà. D'accord. Ah, et puis le problème, c'est qu'il n'y a aucune notion de progressivité dans ce que, bah, éventuellement, dans ce qu'ils peuvent mettre en place, et du coup, ils partent directement. Faut pas oublier une chose, c'est que quand on va conseiller à un patient ou à un athlète, peu importe, quand on a une problématique, alors on va repartir sur la base. On est d'accord que un patient ou un athlète qui n'a aucune pathologie ou aucune problématique biomécanique, surtout, on va lui conseiller de rien changer. D'accord? Sauf si, éventuellement, il veut améliorer ses performances et éventuellement, on fait une analyse de course à pied et on voit sur quels critères on peut travailler. Mais à partir du moment où on va avoir une blessure, on va étudier en fait le type de blessure. Donc, quel type de blessure a notre patient, et ça, on va pouvoir le voir également grâce à l'analyse posturale. Mais on est d'accord pour dire que la chaussure, c'est le dernier critère que on va changer et il y a des choses à travailler bien avant la chaussure, quoi. Alors, le dernier critère, peut-être pas, parce que c'est vrai que parfois, quand j'ai quelqu'un qui arrive et qui a des grosses chaussures et qui a mal au genou depuis longtemps, on a des résultats assez impressionnants en changeant de chaussures. À très court terme, par contre, le premier critère, et tu as raison, Julien, par rapport à ça, on est d'accord, c'est 80% au moins des blessures en course à pied qui sont dues à un mauvais entraînement. Une mauvaise planification d'entraînement trop vite, trop fort. Et si on va trop vite, trop fort, on dit que quasiment les débutants dans la première année, il y a plus de la moitié qui se blessent dans la première année. Et sur cette moitié, il y en a la moitié, voire les trois quarts qui ne reprennent pas la course à pied après. Donc le plus important, avant tout, c'est avoir une bonne planification d'entraînement et bien comprendre la course à pied par rapport à cet entraînement-là. 30 minutes, c'est énorme. Ouais, 30 minutes, c'est énorme. Et la course à pied, ça commence par 5, 8, 10 minutes, voire même moins si vous n'êtes pas capable au début et que vous n'avez jamais fait de sport. Il faut s'adapter à chacun au fur et à mesure. Ouais, on est d'accord. On a Joachim qui nous pose une question, qui nous demande justement à quel moment on va pouvoir considérer qu'on doit changer de basket. Donc justement, bah, ça me permet parfait de rebondir sur la prochaine question que je vais te poser. Donc c'est comment choisir sa chaussure et du coup, est-ce qu'on doit changer et quand on pense avoir une chaussure qui est fatiguée ou quoi, et ben à quel moment on va devoir changer de chaussure. Ouais. Ben, ça c'est intéressant. Il y a plusieurs questions en fait. Donc, c'est comment choisir sa chaussure par rapport à sa pathologie aussi, si on est blessé. Comment choisir sa, enfin, ça c'est la deuxième chose. Mais la première chose, c'est comment choisir sa chaussure si je suis débutant, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment choisir sa chaussure si on est blessé. Donc ça, il faut aussi avoir les conseils des podologues, des kinésithérapeutes, des spécialisés, de passion triathlon, d'autres choses, du monde pour pouvoir être conseillé. Ce qu'il faut savoir, et j'ai rien contre les vendeurs, mais ce que les vendeurs, en général, leur expérience, et ils ont beaucoup d'expérience sur la chaussure au fur et à mesure, mais elle est faite par rapport au retour client. Et souvent, ils donnent comme retour client enfin, comme retour pour leurs clients, ce que leur disent leurs commerciaux sur la chaussure. Ouais, bien sûr. Donc, cette chaussure-là, vous allez la vendre en disant qu'il y a de l'antipronation ici. Donc, c'est une chaussure antipronatrice. Donc, du coup, ça va permettre de casser la pronation. Mais enfin, il n'y a aucun problème avec ça. Le seul truc, c'est que ça a aucun fondement scientifique. Donc, il faut faire attention à ça. Si on veut être neutre par rapport à ça, ça me permet d'introduire la petite diapo d'après. Je sais pas si tu es toujours en partage d'écran, Julien. Ouais, vas-y, je la montre. Vas-y, tu Ouais, peux changer. Hop, voilà. on est toujours sur l'indice Donc, minimaliste. en fait, voilà, on est toujours sur l'indice minimaliste, mais on était juste sur ça, sur les 5 critères avant, et qu'est-ce que ça veut dire? On prend ces 5 critères-là, et on estime que en dessous de 50% d'indice minimaliste, donc en dessous, si on a une chaussure qui est un petit peu raide, pas trop souple, mais qui a quand même quelques critères positifs par rapport à ça, en dessous de ça, on modifie la biomécanique de course à pied. Donc, si on modifie la biomécanique de course à pied, on n'a aucun intérêt d'aller choisir ce type de chaussure. Nous, ce qu'on veut de la chaussure, c'est qu'elle nous protège le pied, mais qu'elle nous change pas la manière de courir versus la course pieds nus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça?
Ouais. Hein. Donc, c'est juste une protection du pied et un confort par rapport à ça. Le problème des grosses chaussures, c'est qu'elles vont vachement protéger le pied tout de suite. Et si elles protègent le pied tout de suite, eh ben, on va vite faire 20, 30 minutes de course à pied très rapidement parce qu'on a le pied qui ne souffre pas. Avec des toutes petites chaussures comme ça, si vous faites 30 minutes au début, vous allez avoir vos tendons d'Achille qui vont morfler. Donc du coup, ça va vous permettre d'être plus progressif avec ça. Je dis pas qu'il faut courir avec ça, encore une fois, mais il y a un juste milieu. Donc l'indice minimaliste, là on est chez les véganes, là on est à 50%, c'est pas assez. Et si on veut être souvent suffisant pour pas changer la biomécanique, c'est autour de 70% d'indice minimaliste. 70%, ça peut être ça, par exemple, avec un peu de drop à l'arrière, une bonne souplesse, une chaussure très légère et surtout sans modification, sans contrainte de protection par rapport à ça. Donc en fait, moi, quand je connais cet indice minimaliste-là, je suis critique et j'explique à mes patients comment les choisir. C'est, tu prends ta chaussure, tu regardes, tu la tords un petit peu, tu regardes si elle est légère ou quoi que ce soit, et tu commences avec des chaussures qui sont pas trop extrêmes pour pouvoir te protéger le pied, parce que si tu as des chaussures trop fines, tu risques de te faire mal au pied, mais pas trop grosses non plus, parce que sinon tu vas te faire mal au genou et à la hanche. Est-ce que ça permet de répondre un peu à la question par rapport au choix de chaussures quand on est débutant? Ah oui, quand on est débutant, complètement. On va juste terminer. On a une question de Alex. On la prendra juste après. Je te la partagerai et je te dirai ce qu'il nous dit. On y répondra juste après. Donc, on a vu du coup comment choisir sa chaussure quand on est débutant. Et du coup, on avait Joachim qui nous demandait à partir de quand, au final, on pense, enfin, qu'on doit changer de chaussure. Est-ce que t'as des Ouais, critères sur l'usure. ouais, sur l'usure. Sur l'usure. D'accord. En fait, il y a pas de critères particuliers. Vous verrez bien que dans les magasins, ils vous disent tous des critères différents. 200 sorties, un nombre de Ouais, kilomètres un ou quoi nombre que de ce soit. kilomètres souvent. Euh, Ça, c'est fou parce que ça veut dire quoi, un nombre de kilomètres? Si je tape très fort au pied, je vais les user en pas longtemps. Je prends l'exemple, ça m'avait fait rire, mais je suivais des tennisman pro pendant un moment. J'avais un tennisman qui frappait très fort et qui changeait de chaussures à tous les matchs Ouais. parce que ça trouait ses chaussures. Donc en fait, ça dépend de l'intensité. Il n'y a pas de règles et j'aurais tendance à dire si vous avez des chaussures qui commencent à s'user au fur et à mesure, et ben au plus elles s'usent, au plus elles vous permettent de sentir le sol. Donc du coup, ça va permettre aussi d'avoir une bonne sensibilité par rapport à ça. Le risque, c'est de se faire mal s'il y a des trous ou quoi que ce soit. Il faut pas que du coup l'usure de la chaussure vous emmène sur les côtés ou vous change votre manière de courir. Mais je donnerai pas de délai pour le changer. D'accord, top. On a donc Alex qui nous demande, allez, voilà, je mets la question là. Il dit donc plutôt faire les transitions de chaussures 10% plus minimaliste. Ah, donc 10% de plus d'indice minimaliste chaque mois, ou bien porter une minute de plus par sortie, la paire au final, afin de limiter le coût. Est-ce bien mieux? Merci. Alors on entend, c'est vrai, on a Ouais. été formé là-dessus. Est-ce qu'il faut donc ajouter une minute à chaque sortie de plus, donc avec ta nouvelle paire de chaussures, ou alors tu vas prendre un mois de transition supplémentaire, donc par tranche d'indice minimaliste de 10%. Est-ce que j'ai été clair? Ouais, c'est très clair, c'est très clair. Alors, je vais répondre à une chose. Je vais te poser une question en retour, Julien, toi qui es très athlète. Est-ce que demain, si je te fais changer de chaussure et je te mets 20% d'indice minimaliste en plus, parce que j'estime qu'il te faut ça, par contre, je te dis qu'au lieu de courir 1 heure, tu vas courir que 10 minutes aujourd'hui, puis demain 11 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu vas me rironner. C'est ça. Alors ça va dépendre quand est-ce qu'on est dans la période. Donc si on est en pleine saison hivernale ou de confinement, ça peut valoir le coup justement de profiter de cette période pour modifier quelque chose. Par contre, clairement, si j'ai une pathologie qui arrive en plein mois de juillet et que j'ai eu un Ironman le mois d'après, je vais peut-être Ouais, plutôt ouais. te dire est-ce qu'on peut pas attendre, trouve-moi une autre solution quoi. Ouais, c'est ça. Donc, le changement de chaussure, encore une fois, rappelez-vous, ça vient après. C'est souvent risqué parce qu'on augmente le risque de se blesser à prendre plus d'indices minimalistes. Mais pour répondre, je sais plus comment il s'appelle, Alex. pour répondre à Alex par rapport à cet indice minimaliste, j'aurais tendance effectivement à prendre une chaussure plus légère. Parce que ça dépend de ton objectif. C'est une hérésie de changer de chaussure
D'accord? Si t'es coureur depuis longtemps, tu vas pas changer de chaussures en pleine saison. Par contre, si tu as des blessures et que ces blessures, on a décidé que ça indiquait un changement de chaussure, on va te faire changer de chaussure très progressivement. Et si c'est à l'intersaison, eh bien, on va te faire changer la chaussure peut-être en faisant ce que tu disais, 10 minutes, 11 minutes, 12 minutes, aller progressivement. Et moi, j'aime bien dire à mes coureurs, aujourd'hui, tu cours 30 minutes sans douleur. Eh bien, la première fois, je vais faire courir 5 minutes ou 3 minutes avec celle-là. Et puis, tu vas courir 27 minutes. Et puis, la deuxième fois, si ça s'est bien passé, tu cours 5-6 minutes. Et en fait, tu vas augmenter graduellement le temps que tu passes avec la nouvelle chaussure pour pouvoir l'intégrer très progressivement. Et si ça fait mal, eh ben, tu restes à ce palier-là, tu descends. Si tu as des courbatures et qu'il y a trop de douleur, tu attends pendant le temps que ton corps s'adapte. Et après, tu augmentes progressivement pour te sevrer de l'ancienne chaussure et puis pour passer sur. Voilà. D'accord. Top. Ah, c'est vrai que c'est toujours pareil, on a la question quand même des coûts des chaussures, hein, voilà, les chaussures c'est quand même pas donné. On y passe une ou deux paires par an en fonction de ce qu'on travaille et du kilomètre qu'on mange à l'entraînement ou pendant les courses. Donc c'est vrai que si on peut limiter, on a souvent la problématique, on a un patient qui arrive qui est super content, regardez, je viens de changer de chaussures, je suis allé au magasin, on m'a conseillé ça, et qu'est-ce que vous en pensez? Alors du coup, le qu'est-ce que vous en pensez, je sais pas pour toi. Mais c'est toujours difficile de se positionner parce que ben voilà, nous on va faire une analyse, une analyse posturale de course à pied sur le tapis. On va analyser déjà ben, les contraintes biomécaniques. On va analyser grâce à notre diagnostic de début de séance, ben, on va analyser les différentes problématiques que le patient peut avoir. Ensuite, on va le mettre sur le tapis et là on va en plus regarder du coup comment il court. Et c'est vrai qu'il arrive tout content avec sa nouvelle paire de chaussures à 120, 140 euros. C'est difficile de lui dire, bah ouais, non, moi je prendrais pas ça, quoi. Ouais, tu peux même monter à 250 ça dernièrement, le prix des chaussures. Donc ça Alors, augmente forcément l'effet placebo. Donc t'es sûr d'avoir des bonnes chaussures, t'es sûr de bien courir. Ben, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est, je vais pas le casser tout de suite, hein. Je vais pas lui dire, tes non, bien chaussures, sûr que non. il faut les changer. Bien Il sûr faut que non. pas, par contre, je pense que déjà, si c'est quelqu'un qui avait déjà des grosses chaussures et qui a changé de chaussures et qui a une pathologie qui s'est déclenchée, peut-être que c'est pas dû à la chaussure, c'est qu'il y a aussi l'entraînement. Ça dépend, en fait. Tout dépend, mais je pense pas que je vais choisir de changer de chaussure dans un premier temps, parce que sinon il va changer de cabinet, il va trouver autre chose. Et je pense que la chaussure, comme tu disais tout à l'heure, c'est un facteur qui est important, mais c'est pas le plus important. Donc attendons, et il y a plein d'autres choses à faire avant de changer de chaussure. Par contre, Exactement. pour un débutant, je suis très exigeant. Je vais lui dire de courir avec des chaussures, de pas s'adapter à des grosses chaussures pour pas partir dans un vice qui va traîner. Et après, si tu es hyper adapté et que tu fais beaucoup de quantité, des pros ou même enfin pas les pros, mais les gens qui en font beaucoup, c'est très très difficile de changer ses habitudes. Il faut Bien beaucoup sûr. plus de temps par rapport. Mm. Bien sûr. Top. J'aime bien poser la question à nos invités, alors que ce soit ben, des athlètes, de nous partager un des meilleurs moments de leur carrière, mais également aux professionnels de santé. Quel est ton meilleur souvenir en rapport, ben, du coup, que ce soit l'accueil d'un patient ou le changement, qu'est-ce que tu as pu apporter à quelqu'un ou vis-à-vis de la chaussure? Quel serait le meilleur souvenir que tu puisses garder vis-à-vis de ça? Est-ce que tu as un Ouais, c'est exemple à nous intéressant. donner? C'est vrai que on va parler de la chaussure parce que là c'est le sujet du soir parce que des exemples de patients qui se passent bien en changeant les choses de petit à petit en étant progressif c'est de tous les jours et c'est pour ça que ça me confirme qu'il faut qu'on continue dans ce sens-là dans notre métier. Euh, j'ai un exemple un de mes collègues qui m'a envoyé une patiente qui traînait depuis 6 mois pour un syndrome de l'essuie-glace. Yes. Et en fait, ce syndrome de l'essuie-glace, il avait tout fait. Il avait fait toutes les techniques qu'on puisse penser en kiné, il avait regardé un peu tout ça, etc. Et donc, moi, la patiente vient me voir pas pour avoir les mêmes explications, elle fait quand même 100 km pour venir, elle veut pas les mêmes explications. Elle veut qu'on essaie de trouver autre chose. Donc, je me positionne pas comme traitement classique, mais je vais aller regarder sur l'analyse de course qu'est-ce qui pose problème. Et en fait, cette personne-là, au bout de 3 minutes, elle avait super mal à son syndrome de l'essuie-glace. On a commencé,
Ça fait 3 mois qu'elle avait pas couru parce qu'on lui a dit d'arrêter de courir. Ses médecins ils lui ont dit c'est foutu, on va peut-être opérer ou infiltrer. On avait déjà infiltré 2 fois. Et j'ai commencé l'analyse de course en lui disant bah tiens on va tester un truc, c'est que tu vas courir pieds nus. Tu vas courir pieds nus et on va voir si la douleur arrive pieds nus. Normalement sur tapis roulant, je sais pas si tu te rappelles Julien, mais c'est maximum 2-3 minutes pieds nus Ouais, de c'est course. sûr. C'est sûr. Sinon ça brûle. Hein. Juste pour expliquer quand même à ceux qui nous regardent, quand on fait donc une analyse de course sur tapis, on a toujours un temps d'échauffement pour juste déjà pour prendre sa foulée, pour retrouver un peu ses marques, parce que sur tapis et en extérieur c'est différent. Donc on va toujours demander au patient de courir, donc déjà premièrement avec les chaussures avec lesquelles il a l'habitude de courir, d'adopter une vitesse à laquelle il serait capable en fait de courir vraiment pendant limite une sortie longue, et on va déjà voilà regarder avec les chaussures, et ensuite on va le faire passer sans chaussures pour voir si on va avoir une différence. Ça va nous permettre de voir en fait si la chaussure emmène une contrainte biomécanique en fait, ou comment le patient va pouvoir s'adapter sans sa chaussure, et comment il va pouvoir attaquer et comment il va courir sans la chaussure, quoi. Donc je te rejoins, voilà, oui, on court surtout pas très longtemps normalement sur tapis parce que c'est abrasif et on peut un peu Ouais, se dégommer. exact. Exact. Et moi, je l'ai fait courir 2 minutes. Donc, pour voir juste si la douleur apparaissait. Et elle me dit zéro douleur. Et je sentais dans ses yeux, il y avait des petites larmes qui commençaient. Je lui ai dit, mais pourquoi vous êtes émotif? Il dit, ça fait 6 mois que j'ai pas réussi à courir. Là, je n'ai aucune gêne. Et je lui ai dit, quand même. Et puis, du coup, elle a voulu continuer à courir pieds nus. Donc, je lui ai dit, non, on se calme. Voilà. Elle allait faire le tour de mon cabinet. Donc, du coup, le tour fait 1 kilomètre à peu près. Elle voulait tester dehors. Je lui ai dit, mais moi, par rapport à ça, il faut faire attention parce que tu risques d'avoir des ampoules, etc. Elle voulait tester, elle a fait le tour, zéro douleur. Donc juste le J'ai fait dit, d'avoir écoute, enlevé la chaussure, elle avait plus du tout mal. ouais. Alors, elle avait mal aux pieds, forcément, Ouais. hein, on est d'accord. Je conseille à personne de courir pieds nus. Non, Et en non, fait, jamais. qu'est-ce qui se posait comme problème? Qu'est-ce qui posait comme problème dans sa chaussure à l'arrière? C'était une chaussure qui était pas mal, d'accord? Mais le short de la chaussure, c'est-à-dire l'élément qu'on utilise ici, il y avait eu une usure prématurée en externe ici. Et donc, du coup, quand elle courait, la chaussure, à chaque fois, elle partait comme ça, sur la partie droite. D'accord? Et en fait, ça fait 6 mois qu'elle courait avec les mêmes chaussures et qu'il y avait une usure là. Et à chaque fois qu'elle mettait les chaussures, et ben, au début, ça arrivait au bout de 30 minutes ou que dans les descentes. Et à la fin, ça arrivait au bout de 3-4 minutes et il y avait toujours cette petite gêne. Et en fait, on a changé les chaussures et au bout elle est revenue me voir 3 semaines après. Elle a continué les soins avec son physio en même temps. Et au bout de 3 semaines, elle courait 45 minutes sans douleur. Et là, c'est vraiment valorisant du coup, avoir cette technicité par rapport à la chaussure parce que ça a toute son importance dans notre thérapeutique aussi. Génial. Ouais, donc là, en plus, on est sur une problématique où c'est vraiment la configuration, peut-être qu'il y a eu un défaut de base dans la chaussure ou une usure prématurée. Exact. Là, ça montre pas forcément qu'il faut courir pieds nus ou alors avec une chaussure vegan. Attention, ça montre que le facteur de sa chaussure présente le jour J pendant l'étude, du coup, ne fonctionnait pas, quoi. Exactement, ça, c'est ce qu'on appelle les technopathies. C'est les problèmes de pathologie liés au chaussage, aux techniques qu'on utilise autour. Donc du coup, la course pieds nus, c'était juste parce qu'elle avait pas d'autres chaussures. Mais si elle avait une autre paire de chaussures, eh ben on aurait testé les deux chaussures. Et en fait, ça montre vraiment que sa chaussure lui modifiait sa biomécanique de course. Voilà. Super. Restez bien avec nous, on va finir de répondre, on va répondre un peu il y a pas mal de questions là, donc on va répondre aux questions de tout le monde. Et du coup, on va vous donner une petite technique justement pour terminer ce live tout à l'heure. Donc c'est hyper important, moi quand j'ai découvert ça, je suis resté un peu scotché. Donc je vous invite vraiment à rester avec nous. On a Laurent qui nous dit, donc Laurent c'est bienvenue Lolo, hein, c'est un de nos athlètes qu'on entraîne. Donc Laurent qui nous demande si, attends, je vais mettre ça, hop, sa question à l'écran. Si on peut varier de marque de chaussures. Donc Laurent, il fait du trail et il nous demande en fait si on peut utiliser une marque pour le trail et une seconde pour la route ou le chemin. Qu'est-ce que tu conseillerais? Ouais. Je vous dis, je suis pas jaloux par rapport à ça et au contraire, il y a des très bonnes chaussures dans toutes les marques. Le problème, c'est que les bonnes chaussures, il faut prendre du temps pour les voir et que souvent dans les magasins, vous avez 90% de chaussures maximalistes, des grosses chaussures et des chaussures un peu intermédiaires, il y en a pas beaucoup.
Donc, aucun problème pour changer, mais je te conseillerais d'être critique par rapport à ta chaussure et comme je disais tout à l'heure, de la prendre, de la tordre un petit peu et de dire, ben voilà, pour le trail, peut-être qu'il me faut un peu plus de protection parce que je suis dans le sud de la France et que les cailloux, ben, ils sont un peu plus pointus que la terre à certains endroits. Donc, du coup, je vais prendre un peu plus de protection devant, d'accord? Mais que ce soit chez Nike pour commencer, chez Altra, chez Salomon ou quoi que ce soit, il faut que tu prennes ta chaussure. Et au contraire, il faut que ce soit un indice minimaliste qui est à peu près pareil. C'est-à-dire que si tu as, avec ta chaussure de trail, pas trop de hauteur sous talon et que tu n'as pas de drop et que tu as une bonne flexibilité, ben, essaye de garder les mêmes critères dans ta chaussure de course à pied sur route. Voilà ce que je réponds. Top. Merci beaucoup de la réponse. On a Joachim donc, qui nous demande, est-ce que tu connais donc la ASICS Gel Fuji Trabuco 7? Il demande si elle est considérée comme une grosse chaussure ou pas, donc comme une chaussure plutôt maximaliste. La ASICS Trabuco 7 Gel Fuji. Alors les trabucos, c'est pas des petites chaussures. Hein. Je vais De, regarder en de même ce que temps. j'ai comme vision, oui, c'est sûr que donc y a Max qui est en train de regarder sur l'ordi en même temps. Donc on connaît pas hein, toutes les chaussures forcément, il y en a des centaines, voire des milliers. Donc justement, ça nous permet de regarder un petit peu et puis avec l'expérience de savoir en fait laquelle va représenter au mieux. Ouais. Alors effectivement, voilà, la trabuco parce qu'il y a plusieurs modèles et en fait, vous savez que même d'une année à l'autre, les modèles changent. Même si c'est le même nom, les caractéristiques changent parfois et c'est un peu trompeur. Et c'est d'ailleurs pour ça les gens restent toujours sur le même modèle et parfois ils se disent ah mais ma chaussure, je me suis blessé cette année, ben ouais mais parfois ils changent certaines caractéristiques. Donc ouais les trabucos ça reste des grosses chaussures mais encore une fois c'est si t'es pas blessé que tu te régales avec, pourquoi changer? Ouais. Ok. Pour moi, c'est des grosses chaussures. Par contre, si tu veux aller chercher plus de pieds, mettre moins de poids dans la chaussure, forcément, il va falloir alléger. C'est quand même des chaussures qui sont assez lourdes, les trabous, quoi. Ouais. Et Moi, rigides. c'est ça, le premier conseil qu'on va donner, c'est voilà, s'il y a aucune pathologie, alors déjà, surtout, reste comme t'es, mais voilà, si on a envie de changer un petit peu ou éventuellement aller découvrir d'autres choses, le premier conseil, c'est une chaussure plus légère. Le premier critère, parce qu'aujourd'hui, on va terminer là-dessus, c'est que il y a un peu la mode d'un nouveau nom qui est apparu. Alors avant, on parlait de pronation, supination, etc. Aujourd'hui, c'est ouais, quel drop tu utilises, quoi. T'as quel drop? C'est un peu voilà la question entre coureurs. T'as quel drop? Ouais, non, alors c'est pas ton avis là-dessus. Ben, en fait, pour répondre scientifiquement parlant et sans prendre en compte mon avis, le drop, ça fait partie des 5 critères de l'indice minimaliste et c'est sûrement un des critères qui a le moins d'impact sur la biomécanique. Donc, en fait, on s'en fout. Et quelque part, si ce critère n'a pas d'impact, pourquoi le mettre? C'est ce qu'on dit toujours, c'est euh, il faut prouver pour dire voilà ça a son utilité. Donc moi j'ai tendance à dire mais prends le minimum de drop possible. De toute façon ça ne te sert à rien. Et peut-être demain tu as ton tendon d'Achille qui se sera un peu flambé, et bien on te mettra une toute petite talonnette temporairement mais qu'on pourra enlever. Donc le drop aujourd'hui c'est effectivement c'est la mode chez les médecins, chez les gens qui ouais, j'ai un drop de 6, j'ai un drop de 9 et puis il y a quelques années c'était un drop de 3 et en fait ça a peu d'impact par rapport à la chaussure en global, c'est pas que ça qu'il faut regarder. Top. Eh bien, écoutez, est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va pas tarder à clôturer cette session. On va attendre quelques secondes, donc voir si vous avez encore des questions vis-à-vis de la chaussure. Donc, comme vous avez compris, hein, une chaussure minimaliste, pour dire qu'une chaussure, alors déjà, on parle d'indice minimaliste, donc qui comprend 5 critères, et forcément, chaque critère étant coté de 0 à 20%, du coup, voilà, on arrive à un indice de 100%. Les débutants surtout, ben c'est vrai que le but c'est de pas s'habituer à une chaussure qui a trop de technologie. Donc on va conseiller tout de suite une chaussure déjà plus légère, déjà plus minimaliste. Et bah, pour les adeptes de la longue distance, d'ailleurs ça c'est une question Max. Est-ce que tu vas conseiller à quelqu'un qui fait de la longue distance une chaussure plus maximaliste, je dirais, que minimaliste ou qu'à quelqu'un qui va faire de la courte distance? Est-ce que ça a un impact? Oui, bien sûr. Alors on va pas moi je conseillerais jamais une grosse chaussure. Ça c'est pas le but, sauf
chez quelqu'un qui a eu des opérations à luxe valgus avec des pathologies ou des trucs installés, parfois ça peut arriver, mais pas pour prendre de la longue distance. La longue distance, vous savez, Kylian, ou ceux qui sont très forts, ils sont complètement adaptés à leurs chaussures. Donc, ils changent pas de modèle pendant la course. Ils ont des chaussures qui sont relativement minimalistes, avec peu d'interférences, parce qu'ils veulent avoir du pied, ils veulent le ressentir. Et du coup, ils changent pas de chaussures. Mais il faut avoir quand même, c'est pas pareil quand vous faites l'UTMB ou quand vous allez courir sur le sable. Les contraintes sont pas pareilles. Donc, il faut avoir, disons que les chaussures de trail, elles ont un indice minimaliste qui sera un peu plus faible, qui sera autour de 60%, parce que tu rajoutes de la protection, mais qui est adaptée justement au terrain. Donc en fait, quand tu rajoutes cette protection-là, ça compense. Alors, encore une fois, les véganes de la course à pied, il y en a qui courent pieds nus, voire avec des sandales, la diagonale des fous, d'accord, avec ça. C'est une exception, ils ont mis des années à s'y adapter, même depuis tout petit, ils ont certainement marché pieds nus. C'est très compliqué. Et on a des risques de se faire mal aux pieds quand on court, parce qu'il y a un peu de fatigue, un peu voilà. Donc je conseillerais pas de partir sur ça, c'est pas mon premier truc. Par contre, avoir un peu de protection, mais avec des chaussures légères, avec une bonne souplesse, et pas partir dans l'extrême, parce que plus on avance dans la longue distance, au plus on le sent le poids dans les chaussures. Donc un juste milieu, avoir un peu de protection et avoir un indice minimaliste autour de 70%, entre 60 et 70% pour les chaussures de trail, c'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà beaucoup, tout à fait. Bon, bah top. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on va clôturer cette session par une dernière. Ah, on a Aurélie qui nous dit que t'es bien coiffé en plus. Merci, top. Merci. Du coup, est-ce que t'as un... Allez, on va terminer par la chaussure. Donc, on reste dans la thématique de la chaussure. On aura l'occasion. Si le sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à vous laisser des gros pouces, des gros cœurs. Et surtout, dites-nous si le sujet de la course à pied vous intéresse. On a affaire à un expert de la course à pied. Donc, si ça vous intéresse, on fera revenir Maxime sur la chaîne. Pour d'autres thématiques, on pourra aborder, par exemple, voilà, on pourra aborder l'entraînement, on pourra aborder également, pardon, en cas de blessure, là, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, la planification, est-ce que il va falloir faire attention entre la planification, la blessure, l'entraîneur, le préparateur physique, mais également les différents mythes autour de la course à pied, est-ce que quand on a de l'arthrose, est-ce qu'il faut arrêter de courir, etc., etc., l'hydratation et tout. Donc voilà, si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas, dites-le nous et on organisera ça dans les prochaines semaines avec le plus grand plaisir. Pour terminer, Max, je te demanderais, est-ce que tu as une petite astuce autour de la chaussure à nous donner? Alors, on sait qu'on c'est difficile et c'est impossible de dire à quelqu'un sans l'évaluer qui doit partir sur telle ou telle chaussure. Donc, on ne s'aventurera pas à vous faire ça. Si vous nous demandez quelle chaussure je dois prendre, c'est impossible de vous répondre. Voilà, il y a trop de critères qui rentrent en jeu. Et comme disait Maxime, testez. Allez voir en magasin, prenez une chaussure et testez-la sans mettre 250 € pour gagner 20 secondes dans une chaussure. Donc est-ce que tu as une petite astuce? Est-ce que tu as un petit truc à nous donner qu'on voit pas partout, j'ai envie de dire? Ouais, on l'a abordé tranquillement. C'est vrai que là, on parle chaussures. Donc, pour les petites astuces chaussures, souvent les gens me parlent de toute la technologie de la chaussure et ils changent rapidement de chaussure parce qu'ils ont mal au coup de pied ou qu'ils ont mal sur l'avant-pied à gauche ou à droite. Et en fait, à la Clinique du Cours, je suis formateur aussi sur le cours 1.3 avec mes collègues Thierry, Mylène et Aurélie qui sont podologues et qui m'ont aidé à connaître ces astuces-là. Donc c'est eux qui ont fait ces trois petites diapos que je vais vous montrer par rapport à ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. C'est le lassage en fait, parce que c'est très bien de mettre des chaussures, mais est-ce qu'on se lasse bien les chaussures? Parce qu'on a tous des morphologies particulières au niveau des pieds. Mais par contre, on s'en fout du lassage. C'est quand même, enfin, je sais pas toi, Julien, mais est-ce que tu fais attention, et ça a été ta préoccupation pendant des heures, savoir comment se lasser? Ah non, du tout. Moi, enfin, je sais pas. Je savais même pas qu'en fait, avant de connaître ça, qu'il y avait différents. Alors, je sais qu'il y a des lacets différents et en triathlon, on va utiliser des lacets en silicone avec des petites boules pour le côté élastique pour les enfiler rapidement. Moi, Autobloquant, ouais. ouais, exactement. Alors moi, je les mets que sur du court.
Mais maintenant, je fais que du long et du très long, donc je mets plus du tout de lacets comme ça. Je prends une chaussure avec un vrai lacet pour partir sur un semi ou sur un marathon. Par contre, je vais juste faire attention à pas trop me serrer. En fait, je vais surtout le faire à la sensation. Donc, Ouais. mais je sais pas, voilà, je sais pas quoi faire de plus, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas mal sur la sensation, mais bah, il y a des avantages et des qualités, et parfois on n'arrive pas à s'en sortir. Et en tant que thérapeute, il faut aller chercher aussi sur ça, et c'est une petite astuce que je vais donner aux gens qui regardent ce petit live. C'est vrai que le lassage a tout son importance. Tu peux partager mon C'est bon, écran c'est ou partagé, ouais. ouais, c'est bon? Ouais, Donc, rapidement, c'était juste qu'il y avait différentes technologies de lassage avec chacun des avantages et des inconvénients. Donc, ce que tu disais, les lassages autobloquants, élastiques pour les triathlètes, c'est très bien parce qu'ils partent et ils les lassent très vite et puis ils partent sur du court terme. Mais ça donne moins de souplesse par rapport à ces lacets. Et du coup, sur des longues distances, ça peut être moins bien de porter ça. Après, vous avez les systèmes BOA, les cordons de serrage, etc., etc. Donc ça, c'est une première chose, mais je vais pas trop étayer ça, mais pensez un peu à regarder aussi ce type de lassage. Le truc qui est sympa, c'est de voir les lassages de type classique. Donc moi, ça, comment je lasse mes lacets en général. D'accord? Cette chaussure, c'est ma chaussure. Par contre, demain, je vais avoir un problème. Je vais avoir mes lacets qui seront tout le temps défaits, ou alors il y a une mobilité au niveau du coup de pied qui est constante. Ben, il y a des techniques qui existent et c'est assez intéressant sur cette diapo. On voit pour contrôler cette instabilité, en fait, on refait une boucle à l'intérieur et on revient dans cette boucle pour créer un blocage et après on fait son lacet par-dessus pour du coup il y a beaucoup moins de ouais. Coucou les amis, c'est bon, c'est de nouveau nous. On est vraiment désolé, la connexion est pas terrible. À partir de la semaine prochaine, les problèmes seront résolus. Donc j'aurai enfin une bonne connexion. Donc voilà, si vous êtes là, j'espère que vous êtes là, sinon vous pourrez reprendre cette vidéo. Donc on va repartager l'écran de Max. Donc Max qui était sur donc le lassage. En fait, je te demandais Max du coup, tu parlais donc de cette façon de lasser la chaussure. Et du coup, voilà, ça a coupé à ce moment-là. Ça va être l'intérêt justement, ça va être quoi à ce moment-là? De travailler quelle instabilité? ben, c'est surtout quand le pied bouge d'avant en arrière dans la chaussure. Et donc, Ok, du coup, on bloque au niveau du coup de pied. Et en bloquant à ce niveau-là, ben, on a plus ce mouvement antéro-postérieur là dans la chaussure et ça a un intérêt par rapport à ça. Donc d'accord, ça, c'est c'est top. pas mal. Souvent, c'est inconfort. Après, il y a des éléments en fonction des morphologies particulières. Là, vous voyez un bel hallux valgus. Ça, c'est la classique de maman, souvent, de grand-mère, etc. Mais c'est aussi présent chez les hommes. Et en fait, eh ben, souvent, si on regarde pas ce qu'on appelle le fit anatomique en haut et qu'on n'a pas des chaussures très larges, il faut trouver des chaussures un peu plus larges sur l'avant-pied. Mais parfois, ça suffit pas, ça crée quand même des douleurs. Donc, on va alléger la pression sur l'avant-pied en enlevant l'anneau au niveau du lacet le plus interne par rapport à ça. Et ça va alléger la pression, ça marche assez bien. Ah ouais, Ça, on c'est voit qu'il vraiment manque. cool. Ouais, ouais, on passe pas dans le premier œillet. On passe pas dans le premier oreiller du côté du gros orteil. Et Ok, ça permet parfois de libérer un peu, de donner un peu de mobilité dans cette zone-là. Et ça a pas d'impact sur la stabilité globale du pied. d'accord. Je vais t'en donner une petite. Là, voilà, c'est la variante quand on a d'autres chaussures, mais c'est un peu le même système sur les hallux valgus. Et je vais t'en donner une autre petite. Ça, c'est souvent, moi, j'ai des palmes au niveau des pieds avec un coup de pied très important. Et souvent, si je serre trop fort mes lacets, ça me fait mal sur le coup de pied, sur la face antérieure, donc la partie haute du pied, ça fait mal ici, là, sur cette zone-là. Et ben, Ok. pour faire ça, je vais aller libérer deux œillets dans la zone où j'ai mal. C'est ce qu'on appelle sur les zones au niveau du naviculaire ou quoi que ce soit là. C'est des zones qui peuvent être très douloureuses à la pratique et sur de la longue distance quand on court. Yes. Et on libère, on décompresse cette zone, l'articulation de l'ischion. C'est génial. Et en fait, c'est super sympa. J'ai adoré faire ça et je le fais vachement avec mes patients. Et après, on compense en faisant les lacets autobloquants, par exemple, avec la boucle qu'on a fait par-dessus pour garder Ouais, cette stabilité antéro-postérieure. Parce que les gens, ils d'accord. vont me dire, ouais, mais ça me Ouais, maintient rien. ouais, c'est ça, ouais. On a Et en l'impression fait, que là, du coup, ça maintient quand même bien. ça maintient bien, ça maintient en bas, donc sur la partie basse, et ça suffit largement. Et après, on
on renforce le maintien au-dessus et ça marche très très bien. Et je te garantis que les gens, ils préfèrent peut-être avoir 5% de maintien en moins, mais pas avoir de douleur par rapport à leur zone, qu'avoir trop des douleurs constantes et avoir un bon maintien, quoi. Donc là, c'est un exemple pour l'articulation de l'ischion, enfin les coups de pied. Et après, on peut faire ça c'est assez connu des coureurs aussi, c'est les syndromes de Morton sur l'avant-pied, quand il y a des compressions sur l'avant-pied. Et ben là, on va libérer les deux œillets sur l'avant pour complètement libérer cet avant-pied là. Donc c'est des petites techniques. Ça, c'est pour les pieds forts. Les pieds forts, c'est vraiment les gros pieds. Donc on va alléger sur toute la longueur en fait le lassage. Et voilà, c'est plein de petites techniques comme ça qui sont des petites astuces et qui parfois vous font passer un cap sur une pathologie qui stagne. Donc c'est très sympa. Ouais. Génial. C'est vrai qu'on n'y pense pas du tout en fait. On sait on a une pression, on a quelque chose, on essaie de desserrer, mais du coup en desserrant, ça dessert toute la chaussure en fait. Donc là, on retrouve un peu une instabilité. Et non, c'est vraiment top quoi. Donc je vous invite vraiment, si vous avez testé, hein, si vous avez des petites douleurs, des compressions, des gênes vraiment dans votre chaussure, essayez d'aller voir à quel niveau de votre chaussure et à quel niveau du lacet ça peut vous gêner. Et éventuellement, essayez de faire sauter un œillet, libérer la pression à cet endroit-là pour répartir de nouveau les forces de part et d'autre de la zone. Mais c'est vraiment des super astuces quoi. Top. Bon, écoute, on a perdu un peu de monde, on est désolé hein, pour la coupure, c'est les aléas du direct, comme quoi vous voyez, c'est pas du tout, c'est pas travaillé à l'avance, donc c'est toujours le live qui se passe comme ça, on a toujours des petites connexions. Et en cette période de confinement, bah voilà, le truc c'est que tout le monde se connecte le soir, et les bandes passantes sont pas terribles. Voilà, voilà. Bah, écoutez, si vous avez des questions, on attend encore quelques secondes avant de couper. Voilà, on est toujours là. Donc, n'hésitez pas. Dernière chance, si vous voulez poser encore une petite question à Maxime, ça sera avec le plus grand des plaisirs. Sinon, en attendant, Max, merci beaucoup de ton expertise. C'était vraiment, vraiment super intéressant. On a appris vraiment beaucoup de choses. Maëva qui nous dit, on va tester les nouvelles versions de l'asset basket. Et ouais, c'est vrai que c'est des Et choses ouais. auxquelles on pense pas forcément. Ou alors on voit des choses, mais on sait pas pourquoi c'est fait en fait. Donc du coup là, voilà, ça nous permet vraiment de comprendre. Donc je disais oui, merci vraiment de ton expertise. C'est vraiment hyper intéressant de pouvoir poser toutes ces questions à des professionnels de santé forcément, mais des professionnels de la course à pied et surtout de l'analyse biomécanique de la course à pied. Encore une fois, à chaque athlète, si vraiment vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets même le mail, je vous le remets. Hop, contact@passiontriathlon.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les partager. On pourra y répondre avec les prochains intervenants. Hop, je vous le mets à l'écran. On peut y répondre dans les prochains lives, hein, donc n'hésitez pas. On peut faire des sujets spécifiques. Si vous avez des sujets que vous voulez voir, des grosses questions que vous avez, n'hésitez pas à envoyer un mail à contact@passiontriathlon.com. On organisera des lives spéciaux en fonction de vos problématiques, en fonction vraiment de ce que vous voulez. On ira même chercher les intervenants s'il faut spécifiques pour répondre à ces questions, si on n'a pas nous les réponses. Si vous avez également des besoins, on ne sait jamais, des pathologies, des problématiques, je vous invite à nous contacter. On peut vous faire passer également, je sais pas, Max, est-ce il existe un annuaire, on va dire, des professionnels certifiés de la clinique du coureur. Alors le but c'est pas forcément que vous veniez chez nous, hein, surtout si vous habitez pas à Montpellier, mais vous pouvez retrouver un professionnel qui soit certifié la clinique du coureur par exemple et qui soit euh, sensibilisé à cette approche de la course à pied. Tu nous confirmes que que ça peut se trouver sur le site de la clinique? Ouais, sur le site d'internet de la clinique, il y a tous les professionnels de santé qui ont été formés. Il y a aussi toutes les boutiques de course à pied qui ont été sensibilisées à la course à pied. Donc ça, c'est vraiment cool qui ont de parler le même langage avec les boutiques qui sont autour de ça. Vous avez les événements. Enfin voilà, c'est vraiment le site est assez complet pour pouvoir trouver tous les éléments que vous souhaitez aussi par rapport à ça. Ouais. Bon, super. On a Maëva qui nous dit top le programme de la clinique du coureur pour reprendre la course à pied. Pour ceux qui connaissent pas Maëva, on va juste remettre les choses en place. Elle s'est fait quasi une quintuple, une sextuple fracture du calcanéum l'année dernière. Donc là, elle est en reprise de course à pied. Et vu la fracture, on pensait pas qu'elle serait capable de courir. Et elle y arrive, hein. Donc du coup, on est vraiment un protocole qui soit hyper spécifique
à ce qu'elle fait, à ce qu'elle a eu, et on est vraiment sur une reprise qui est vraiment, vraiment, vraiment progressive. Donc les protocoles de la clinique du coureur sont vraiment bien faits, et on est vraiment, on l'adapte en fonction du ressenti de l'athlète, du patient et de ses différentes gènes. Donc c'est vraiment top. Donc elle te dit merci. Avec plaisir. Et du coup, elle marche pieds nus également, donc pour essayer de renforcer un peu ses muscles intrinsèques du pied, chose qu'on fait pas souvent, et en particulier les femmes, on a vraiment des problématiques, je trouve, avec les femmes, en tout cas. Enfin, pour ma part, en cabinet, quand on a des athlètes féminines qui ont l'habitude de travailler la journée avec avec des talons ou avec des chaussures un peu dures, ou même des messieurs qui travaillent des fois un peu en chaussures de ville, c'est compliqué de réussir à modifier certaines choses, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Exactement. On a une chaussure de ville ou de costume qui est tellement dure toute la journée. Et après, ils disent, ouais, c'est bon, le soir, je mets ma basket, mais le problème, c'est que toute la journée dans Ah, cette chaussure. le pire, ça va être aussi les gendarmes, les militaires qui vont courir avec des rangers ou des trucs comme Ouais, ça. c'est Donc clair. là, il y a 80% de chances surtout que eux, ils sont pas trop dans la progressivité, on va dire, en général. Ils C'est attaquent toujours un peu direct. comme ils attaquent direct, donc il y a des forts risques de blessures. Donc ouais. C'est clair. Ouais, l'important c'est d'adapter son pied un maximum, d'essayer de renforcer ses muscles. Il y a plein de petits exos sur les intrinsèques et déjà marcher pieds nus, c'est un des meilleurs exercices qui soit quand on peut un petit peu enlever les chaussures. Et c'est vrai que nous, on bosse pieds nus au cabinet. C'est top. On est en chaussettes toute l'année, donc les patients nous regardent un peu avec des grands yeux, mais au final, on est pieds nus vraiment toute l'année, et c'est vraiment cool, quoi. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup Maxime d'avoir accepté l'invitation pour répondre à ces questions. J'espère te revoir une prochaine fois dans l'émission Avec hebdomadaire grand pour plaisir. répondre avec d'autres questions. C'était vraiment vraiment cool. Et à tout le monde, je vous souhaite une très belle soirée. Si vous voyez ce live un peu en semi-replay dans la période de confinement, n'oubliez pas, restez chez vous. C'est vraiment hyper important. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à sortir de cette période de confinement le plus rapidement possible. On voit encore trop d'athlètes qui partagent ça sur Strava, aller faire des sorties à droite, à gauche, même des sorties vélo. S'il vous plaît, essayez de respecter un petit peu tout ce qu'on peut mettre en place, quoi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci beaucoup, Maxime. Et De je vous rien, à dis à bientôt. très bientôt. Ciao, ciao les amis. Bye bye. Hop. Est-ce que c'est bon? Bon, c'est cool.